Alors allons-y avec notre sujet. Le budget Flaherty de la semaine dernière est le premier du gouvernement Harper majoritaire. La signature est très claire, réduire la taille de l'État d'un côté et de l'autre, créer un climat le plus favorable possible au développement des entreprises. Des exemples, une immigration qui répond d'abord aux besoins du marché, des recherches universitaires appliquées aux besoins des entreprises, des évaluations environnementales écourtées au maximum pour accélérer le développement des richesses minières et pétrolières. Et tout ça sans piger davantage dans vos poches à vous. Ceux qui écopent, ce sont les Canadiens les plus défavorisés qui devront travailler 2 années de plus pour avoir droit à la sécurité de la vieillesse, et les 20 000 employés de l'État, des ministères et des sociétés d'État sur qui le couperet est tombé. C'est trop dur pour certains, trop peu pour d'autres. Est-ce la fin de l'État-providence? Est-ce l'apparition de l'État light? Voyons ça avec mes invités. Un premier commentaire d'abord chacun. Je commence avec vous, M. Tremblay-Pepin. Vos deux instituts, évidemment, le vôtre et l'Institut économique de Montréal, sont aux antipodes là, sur la question du rôle de l'État. Est-ce que le gouvernement Harper fait un virage dangereux ou est-ce un retour normal du balancier? Bien, écoutez, le gouvernement Harper ne s'était pas caché de ses intentions. Il nous présente un budget comme il l'avait entendu. C'est un gouvernement qui fait le choix de ne pas augmenter ses revenus. Hein. Auparavant, ses revenus occupaient 16 % du PIB. Ils sont à 14 % depuis la crise. Au lieu de revenir à l'état pré-crise, on dit on va maintenir nos revenus à 14 %, on ne bouge pas. On se prive ainsi d'à peu près 30 milliards de dollars de revenus qui nous auraient largement suffi à équilibrer le budget si besoin était. On préfère, au lieu de ça, couper, hein, aller couper dans certains endroits. Bien sûr, on nous dit à peu près 5 % en moyenne, hein, ou 2 % par rapport à l'ensemble des dépenses, 5 % dans ce qui est compressible. On nous dit, ben voilà, ça se passera comme ça. Mais certaines dépenses de l'État qu'on choisit avec disons, une lunette très idéologique, propre au gouvernement conservateur, on dit, ben voilà, Radio-Canada, l'ONF, Téléfilm Canada, Archives nationales du Canada, tout ça, on va aller couper généreusement pour essayer d'économiser. Bien. Alors, M. Paldan, je suis pas mal convaincu que vous voyez les choses autrement. Est-ce un retour du balancier, tout simplement, ce qui se passe là? Non, pas du tout. Et en réalité, le gouvernement Harper ne va pas réduire la taille de l'État, il va augmenter la taille de l'État. Ce budget prévoit qu'on va passer de 241 milliards de dollars de dépenses cette année-ci vers 251 milliards en 3 ans. Et maintenant, on se demande comment on parle de coupure. Qu'est-ce qui se passe là? Actuellement, c'est des réductions, non des augmentations anticipées. Et naturellement, il y a eu certains volets du gouvernement où on a économisé, c'est-à-dire on a réduit l'emploi dans la fonction publique, parmi d'autres, mais il y a d'autres volets où on continue à utiliser ces économies pour augmenter la taille de l'État encore plus. Alors, en nulle part, en aucun sens, est-ce que je vois ce budget comme étant un budget qui réduit la taille de l'État. Mais il y a quand même 20 000 fonctionnaires de moins et 5 milliards de coupés, là. Oui, mais pour mettre ceci en perspective, le gouvernement Harper a augmenté la taille de la fonction publique par 30 000 lors de son mandat. Alors oui, on revient par 20 000, une partie naturellement de ceci va à la retraite, mais on ne charcute pas la fonction publique. Ottawa ne va pas devenir une ville fantôme, si vous voulez. OK, non, ça m'étonnerait aussi, mais quand même, on sent qu'il y a... écoutez, on va prendre ça un à un, là, les éléments du budget. D'abord, la mesure qui touche le plus de Canadiens, là, c'est le report de l'admissibilité à la sécurité de la vieillesse de 65 à 67 ans. Le gouvernement veut commencer à implanter cette mesure-là en 2023 pour donner le temps aux gens de se préparer, là. Alors, est-ce que c'est raisonnable? 10 ans, là. Les Canadiens ont 10 bonnes années, soit pour se préparer à amasser l'équivalent des 2 années de prestations qu'ils vont perdre, soit de travailler plus longtemps. Est-ce que c'est raisonnable, Monsieur Tremblay-Pepin, d'abord? La question qu'il faut se poser, c'est de dire, on a des gens qui sont nés après 1962, c'est ceux-là qui sont touchés. Donc, le gouvernement commence à établir une ligne arbitraire en disant, ben, ceux qui, pour aujourd'hui, ont moins de 50 ans ou environ, eh bien, eux devront travailler 2 années de plus. Ça c'est extrêmement étonnant comme mesure, parce qu'on n'est pas devant une caisse de retraite. Hein. C'est pas comme le RRQ ou le RPC dont il est question ici. C'est vraiment un programme gouvernemental. Si on veut financer un programme gouvernemental comme la sécurité de vieillesse, on peut tout simplement aller chercher plus d'argent par l'impôt et le financer davantage. Là, ce que le gouvernement nous dit, c'est qu'il établit un fossé entre 2 générations pour dire, ben voilà, il y a des gens qui vont travailler plus et d'autres gens qui vont travailler moins. Il faut commencer quelque part. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu tout simplement dire, parce que c'est comme si on nous disait, pour financer la santé, ah ben il y a des gens qui auront droit à moins de services de santé à partir d'un certain moment. Parce que ce n'est pas ici une caisse comme le RRQ, on dirait, bon, augmentons les cotisations
au RRQ pendant 5 ou 10 ans, et puis on va réussir à compenser le trou qu'on a comblé. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a certaines personnes qui n'auront plus droit au même service qu'on avait auparavant. Alors ça, ici, c'est extrêmement étonnant. C'est comme si le gouvernement disait, ben, on change le pacte social dans lequel il y avait, et ben voilà, c'est pour... Mais pas demain matin. En fait, c'est pour tout le monde qui est né après 62. Donc, c'est applicable dès maintenant. De mon côté, je sais qu'à ma retraite, je vais travailler 2 ans de plus. Vous devrez travailler 2 ans de plus, mais vous avez le temps de le faire. Oui, bien sûr, j'ai le temps de faire. Pour les gens qui sont en santé, vivre plus longtemps aussi. Pour les gens qui sont en santé et qui ont un bon travail, il n'y a pas de problème. C'est pour ceux qui sont pauvres et malades que ça va être différent. Monsieur Palda, c'est vrai. Il y a tous ceux qui sont, comme dit M. Tremblay-Pepin, pauvres et malades, là, qui n'auront pas le temps de ramasser les 12 000 ou 15 000 ou 20 000 $ qu'ils vont perdre. Oui, tout à fait. Et la question des régimes de retraite, des pensions que les gens vont recevoir est troublante pour essentiellement tout le monde occidental. En Europe, ils font face à ceci. C'est vraiment le résultat d'une population qui vieillit et que le ratio de dépendance, la proportion de personnes qui travaillent vis-à-vis qui vont être à la retraite vis-à-vis de la proportion de personnes qui travaillent, qui augmente. Quoi faire avec ceci? Bon, on a certaines mesures en place déjà. On a un système de bien-être social, d'accès gratuit au système de santé, qui va assurer que personne va tomber en dessous d'un certain seuil. Mais il faut débattre cette question parce que, à mon avis, il faut réduire le ratio de dépendance. Et on fait ceci premièrement en cherchant une politique d'immigration qui aide à vraiment sélectionner des jeunes travailleurs qui vont contribuer à la productivité ici et aussi à trouver des moyens de stimuler le marché et d'encourager les gens à travailler plus et à investir plus.